sommes de retour en direct dans cette édition du 14 mars 2024 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page économique avec notre invité, Monsieur Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous Christian ce matin. Vous êtes président d'Altair Economics avec nous régulièrement et je vous en remercie beaucoup. Christian, il y a une première chose que je voudrais voir avec vous. Il y a une rumeur qu'on entend bruisser de plus en plus dans le monde de la finance. C'est la probabilité que peut-être la Réserve fédérale américaine, eu égard à la robustesse de la croissance économique outre-Atlantique, eu égard à un marché du travail qui ne faiblit toujours pas, eh bien, que la Réserve fédérale américaine pourrait ne pas baisser ses taux directeurs en 2024. Est-ce que c'est un scénario qui vous parle ? Alors, tout est possible. On peut toujours faire des hypothèses. Et c'est vrai qu'on n'a rien de certain pour le moment en termes de baisse des taux. Alors, juste quand même, un petit élément qu'il faut avoir en tête, qui est très important, c'est que pour l'instant, tant qu'on a un mouvement de désinflation, donc tant que l'inflation ralentit, ça fait mécaniquement monter les taux d'intérêt réels, les Fed Funds réels, les taux directeurs moins l'inflation constatée, et ben, ils progressent, ils montent. Donc, plus le mouvement de désinflation s'amplifie, plus les taux d'intérêt réels augmentent et plus vous freinez l'économie américaine. Alors, je dirais que pour les banquiers centraux, ils peuvent ne pas être pressés de baisser les taux directeurs. Mais c'est sûr que si vous avez une inflation qui va passer de 4 à 2, voire même si elle restait au-dessus de 2, vous avez quand même des taux réels qui ont augmenté de 200 points de base. Et donc, ça veut dire que vous avez appuyé un peu plus sur la conjoncture. Donc, il faut quand même relativiser ça. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent baisser les taux, mais c'est juste le fait qu'on ajuste les taux nominaux par rapport à une inflation qui est beaucoup moins forte. Donc, pour éviter finalement de peser excessivement sur l'économie. Les banquiers centraux aujourd'hui sont face à deux choix. Soit ils baissent rapidement les taux directeurs au risque de relancer l'inflation, et ça c'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix, soit ils attendent trop longtemps, mais ils risquent de créer une récession, ils risquent de freiner un peu trop violemment l'économie, et là, à ce moment-là, on leur reprochera leur fait qu'ils ont frappé un peu trop fort, un peu trop vite, et donc là, on aura pas mal de critiques. Donc, ils sont entre ces deux cas extrêmes, donc ils essayent de piloter à vue par rapport à ces deux cas extrêmes, mais c'est vrai que si effectivement, vous avez un mouvement de désinflation et que vous avez une économie américaine qui ne ralentit pas, qui reste particulièrement forte, alors certains membres ont dit pourquoi on prendrait le risque de baisser les taux, de relancer la croissance et donc de relancer l'inflation. Donc, c'est vrai que pour eux, tant qu'ils n'ont pas d'indicateur véritablement qui dit que la politique monétaire est un vrai frein, que la politique monétaire commence à vraiment pénaliser l'économie, ils seront quand même assez prudents dans leur choix parce que finalement, ils remplissent leur objectif du plein emploi et ils remplissent l'objectif d'un retour de l'inflation à 2. Donc, ils n'ont aucune raison de stimuler l'économie, en tout cas de moins appuyer sur le frein, on va dire, ça va être plutôt dans ce sens-là. Ils n'ont aucune raison de moins appuyer sur le frein s'ils ont des bons indicateurs économiques qui montrent que l'économie, finalement, est assez résiliente au durcissement de la politique monétaire. Mais Christian, du coup, par la force des choses, j'ai deux questions là qui me viennent. La première, est-ce qu'il vaut mieux baisser trop tôt ou finalement baisser trop tard les taux d'intérêt, les taux directeurs ? Alors déjà, si vous écoutez les banquiers centraux, ils vont vous dire vaut mieux qu'on maintienne trop longtemps une politique monétaire restrictive parce que maintenant, comme on a monté beaucoup les taux d'intérêt, si jamais on s'aperçoit que l'économie commence à vraiment freiner, à vraiment être affectée par le durcissement de la politique monétaire, on peut très rapidement baisser les taux directeurs et donc relancer l'économie. Donc ils disent vaut mieux faire ça que baisser trop tôt nos taux directeurs et puis derrière relancer la croissance, relancer les tensions inflationnistes et derrière donc devoir remonter très fortement les taux. Ça va faire du yo-yo, on perd en crédibilité en termes de politique monétaire et puis surtout derrière, il va falloir peut-être remonter encore plus les taux pour véritablement freiner l'économie et là risquer de faire chuter l'économie en récession. Donc leur idée c'est ça. Alors en plus ils ont un petit élément qui les rassure pas. Il y a un des membres qui nous en avait parlé la semaine dernière, c'est le fait qu'ils ont le sentiment que tout le monde attend cette première baisse des taux. Ça focalise toutes les attentions. Alors, de marché, naturellement, mais ils ont aussi l'économie réelle. Et il y a un membre qui nous disait, j'ai un retour des chefs d'entreprise aux États-Unis qui me disent qu'ils attendent, ils ne veulent pas investir pour le moment, mais dès que la Banque centrale américaine va commencer à bosser les taux, c'est un signal qui est fort historiquement. Ça veut dire qu'on a fini la phase de resserrement, on a fini de peser sur l'économie, on va relancer la croissance économique. Et donc, certaines entreprises attendent ce signal de la Fed pour relancer leurs investissements. Et ça les incite à être... Pardon ?
Donc, ça peut être source d'inflation, de retour de l'inflation. Voilà, en fait. ça peut surtout source de surréaction. Alors, on parle toujours des marchés, mais là, ça peut être une source de surréaction des marchés de l'économie réelle, où on aurait d'un seul coup un optimisme qui s'imposerait dans l'économie et qui relancerait très rapidement la croissance et donc les tensions inflationnistes éventuellement. Donc, ça aussi, ça les incite à être prudents. Alors, ce qui est certain pour trancher pour tout ça, est-ce qu'ils font ou ils ne font pas? Moi, je reste quand même sur l'idée qu'ils vont quand même baisser les taux parce que, encore une fois, les taux réels augmentent et ça freine quand même la croissance. On a quand même quelques signaux quand même de ralentissement sur le marché du travail qui semblent un peu se mettre qu'on semble percevoir. Les salaires ralentissent. Donc, il y a quand même un vrai risque d'inflation qui ralentit à moyen terme. Alors, on peut avoir quelques mauvais chiffres, comme on a pu avoir en janvier, février, mais encore une fois, en glissement sur un an, l'inflation continue de ralentir, c'est qu'il ralentit beaucoup moins vite. Donc, je pense qu'ils vont quand même baisser les taux. La seule déception qu'auront les marchés, moi, je pense que c'est là où c'est une vision vraiment trop optimiste. Il y a toujours dans l'idée, ils baissent les taux et après, ils vont baisser de 25 points de base à chaque réunion. C'est-à-dire que dès qu'on a enclenché le premier mouvement, on va y aller assez rapidement. Et là, moi, je pense qu'ils seront beaucoup plus prudents. Alors, à moins qu'il y ait vraiment des déceptions sur l'économie, mais si on voit l'économie rester relativement résistante, ils seront dans des mouvements, pas forcément à chaque réunion. On sera très prudent et on ajustera. Et donc, finalement, l'ampleur de la baisse des taux pour cette année sera beaucoup moins importante que l'anticipaient les marchés. Déjà, les marchés ont dû décaler la première mouvement, mais je pense qu'il va falloir surtout qu'ils décalent dans le rythme de baisse des taux pour les prochains mois. C'est là-dessus que ça se jouera plus que finalement, il ne ferait rien du tout. Ça me paraît encore assez improbable pour le moment. Ouais, c'est ça, les marchés anticipaient 7 baisses de taux début janvier 2024 au cours de l'exercice 2024. Maintenant, on est à 3. Du côté de la Réserve fédérale américaine, les membres commencent à se poser la question de savoir si de 3, il ne faudrait pas les ramener à 2 quand même, les baisses au cours de l'exercice 2024. Du coup, il y a un vrai sujet. Le vrai sujet, Christian, est-ce que finalement, en sous-jacent, ce n'est pas plutôt la cible d'inflation qu'il faudrait revoir pour qu'elle puisse intégrer ce nouveau paradigme économique post-pandémie 2020 et donc, par la force des choses, peut-être la faire passer de 2 à 3 ou 3,5. Est-ce que il y a une question autour de ce relèvement? Est-ce que de cette cible, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est vrai, mais ils ne le feront pas de toute façon tant qu'ils n'ont pas retrouvé les 2%, parce que ça serait une perte de crédibilité énorme. Ça enverrait le message aux agents économiques et au marché, on n'arrive pas à atteindre les deux. Donc, mécaniquement, on relève la cible d'inflation et comme ça, on a rempli notre objectif. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas le faire pour le moment. C'est pas en débat. Il faudrait vraiment qu'on ait des arguments très forts d'un retour de l'inflation durablement et où qui serait justifié. Alors, certains mettent en avant beaucoup le fait que, par exemple, on peut avoir un retour de l'inflation lié à la transition énergétique qui va augmenter les coûts de production. Mais attention, la vraie inflation, c'est une boucle prix-salaire. C'est-à-dire que si vous avez les prix énergétiques qui augmentent énormément ou les coûts de fabrication des biens qui augmentent énormément, mais que vous n'avez pas d'indexation des salaires au prix, ça veut dire que les ménages ne vont pas plus consommer. Donc, ils vont restreindre leurs dépenses sur d'autres biens et services. Et donc, finalement, il va y avoir une désinflation ou une déflation sur certains composantes du panier, mais vous allez consommer plus d'énergie en valeur, vous allez consommer plus d'énergie, par exemple, et vous allez consommer moins de loisirs. Alors, ce n'est pas bien pour votre perception du niveau de vie, vous n'avez pas l'impression de vivre mieux, mais en tout cas, vous voyez que l'inflation globale, elle va rester inchangée. Donc, ce n'est pas évident aujourd'hui qu'on est sur un retour de l'inflation durablement plus élevé, parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on va avoir des prix relatifs qui vont varier. On va avoir des coûts de production qui vont augmenter sur certains domaines. On va avoir une transition énergétique qui va être coûteuse, qui va être inflationniste sur certains biens, mais pas sur l'ensemble de l'économie. Et on pourrait avoir très clairement des pressions désinflationnistes, par exemple dans les services, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, ça peut créer une vraie pression désinflationniste ou déflationniste sur certains prix. Donc attention, déjà, l'histoire d'un retour de l'inflation au-dessus des objectifs de la Banque centrale, je ne suis pas convaincu. Okay. Et en tout cas, ils ne le feront pas tant qu'on n'a pas retrouvé ce 2%. Et puis après, on verra comment se comporte l'inflation. Mais pour qu'il change de 2 à 3, il faut qu'à moyen long terme, vous ayez des arguments pour dire qu'il y a une vraie raison pour qu'on ait une inflation durablement plus élevée. Et puis surtout, quand vous passez d'un objectif de 2 à 3, ça veut dire que vous envoyez un signal aux agents économiques en disant aux ménages, maintenant, vous réclamez plus 2% d'augmentation, mais 3%. Et aux entreprises, vous n'augmentez plus vos prix en moyenne en tendance de 2%, mais de 3%. Donc, ça envoie quand même un très fort signal sur les anticipations d'inflation. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales n'ont pas envie de jouer à ça. Donc, je pense qu'avant qu'ils ouvrent la boîte de Pandore,
déjà, revenons avec une inflation à 2 et puis on verra si derrière ils relèvent ou pas leur objectif. Il faut réajuster. Ok, super. Merci Christian. On va basculer sur la zone euro. La dernière fois que vous étiez venu chez nous, vous nous expliquiez que la BCE serait très attentive aux données qui seront publiées à la fin du S1 quant à l'évolution du marché du travail en zone euro. Est-ce que depuis, des nouvelles statistiques sont tombées et qui pourraient nous aider à comprendre si la BCE va faire son pivot au cours de l'été ou non? Alors, on a quelques données, hein, on a notamment, alors c'est cité par Madame Lagarde, hein, alors donc on peut le citer aussi, c'est l'indicateur Indeed hein, qui mesure les tensions salariales au niveau de l'Europe, et ça on l'a de manière mensuelle. On a eu aussi hein, l'indicateur qu'utilise elle-même la BCE. La BCE utilise un indicateur qui mesure les accords salariaux au sein de la zone euro et qui était qui marquait plutôt un ralentissement des salaires. Et Madame Lagarde, lors de la dernière conférence de presse hein, que l'on a eue, était quand même un petit peu plus, on la sentait plus confortable hein, quand même. Elle a indiqué que quand même, voilà, c'est pas encore sûr, c'est pas encore certain. Ils attendent les statistiques d'Eurostat, mais les retours qu'ils ont et les indicateurs un peu avancés qu'ils ont leur montrent que quand même il y a un vrai recul du risque d'inflation salariale. Les salaires évoluent encore trop fort, trop vite. Pourquoi? Parce que la productivité du travail est négative. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un élément qui les inquiète. Hein, parce que si vous aviez des forts gains de productivité, vous pouvez avoir des hausses de salaire importantes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. Donc ça les inquiète, ce que n'a pas la Fed. La Fed, elle a des gains de productivité importants sur l'économie. Donc, elle peut être un peu plus conciliante sur les hausses de salaire. L'Europe, elle va être prudente là-dessus. Mais pour l'instant, les indicateurs qui sont avancés, c'est plutôt des indicateurs qui nous montrent qu'on a bien un ralentissement de la hausse des salaires, qu'on n'est pas du tout sur une boucle prix-salaire et que donc ça limite le risque inflationniste. Et puis, Madame Lagarde joue énormément sur un élément. Elle pense que ça va plus affecter aujourd'hui les marges des entreprises parce qu'on est dans un ralentissement économique, voire sur certains secteurs une contraction d'activité. Et donc, quand on est dans ce schéma-là, ça ne nous donne pas la possibilité d'augmenter les prix de vente. Donc, elle pense que ces hausses de salaire vont plus impacter à court terme les bénéfices des entreprises que véritablement créer de l'inflation. Donc, elle n'est pas du tout, à mon avis, elle n'est pas en stress, mais encore une fois, ils veulent avoir la certitude par rapport aux statistiques qui seront publiées par Eurostat. Et donc, ça veut dire que ça laisse vraiment, c'est le mois de juin hein, qui sera véritablement, s'il y a une baisse, le mois de baisse des taux directeurs de la BCE. Ok, bah écoute, effectivement, on suivra ça avec attention. Si on reste sur cette question européenne, on va parler de l'Allemagne maintenant et des perspectives de croissance qui ont été données par le ministère de l'économie allemande qui table sur une croissance en moyenne jusqu'en 2028 de 0,5%. Est-ce que par la force des choses, c'est une question qui est récurrente et je vais vous la poser, mais est-ce que maintenant on ne peut pas parler de feu à l'Allemagne locomotive européenne? C'est de l'histoire ancienne maintenant? Alors, faut pas tuer l'Allemagne, faut pas tuer l'économie allemande. Ce qui est certain, c'est que l'Allemagne subit deux éléments. Hein. Il y a des éléments très conjoncturels, on va dire, qui est peut-être le fait que le commerce mondial est très peu dynamique, et donc ça forcément l'Allemagne très dépendante de ses exportations est lourdement pénalisée. Le fait que l'inflation a lourdement pesé sur le comportement de consommation des ménages allemands, hein, et on le voit, la confiance des ménages allemands est particulièrement basse, et malgré le mouvement de désinflation, on voit que ça ne s'améliore pas énormément. Hein. On voit qu'il y a vraiment un frein hein, dans la consommation des ménages allemands. Donc ça, c'est, je dirais, les éléments un peu conjoncturels qui pourraient un petit peu s'améliorer. Mais le vrai problème, c'est que l'Allemagne a aussi des facteurs structurels qui la pénalisent. Alors, pour les facteurs structurels, on cite toujours le vieillissement de la population active, le vieillissement de la population globale allemande. Bon, ça, c'est des éléments très long terme. Mais à très court, enfin, je dirais à moyen terme, on a vu quand même qu'il y a un vrai impact aujourd'hui de la hausse des coûts de l'énergie sur une grosse partie de l'industrie allemande. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les statistiques de production industrielle. Hein. Des statistiques nous isolent les industries très sensibles à l'énergie et à la hausse des prix de l'énergie et nous montrent très clairement qu'aujourd'hui, ces industries-là sont lourdement pénalisées. Alors, juste pour vous citer, hein, c'est la chimie, l'acier, les plastiques. Enfin, vous voyez, c'est quand même, c'était le cœur hein, de l'industrie allemande qui est aujourd'hui lourdement pénalisée et qui doit faire face à une chose, c'est qu'elle a plus
elle aura plus, quoi qu'il arrive, du gaz russe pas cher. Alors, elle peut en importer, il n'y a pas de pénurie de gaz, il n'y a pas l'arrêt des chaînes de production parce qu'on n'a pas de gaz. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais l'aspect négatif, c'est que les coûts de production ont nettement augmenté. Et vous avez quand même pas mal d'industriels allemands qui ont annoncé éventuellement investir aux États-Unis pour profiter de l'IRA, notamment le plan d'aide américain, et le fait qu'ils tiennent compte que véritablement, en Europe, on est aujourd'hui sur des coûts de production qui ont fortement augmenté. D'ailleurs, Madame Lagarde le disait que l'Europe subissait aujourd'hui aussi un problème de compétitivité sur son industrie, sous-entendu allemande, qui a ce problème-là. Donc, c'est pas quelque chose de court terme et c'est pas quelque chose qui va se résorber sur les 3 ou 4 mois qui viennent. Donc, il y a un vrai problème de compétitivité. Alors, il y a quand même une réponse, on l'a eu cette semaine et ça n'a peut-être pas été assez mis en avant dans les médias. Le gouvernement allemand a mis enfin en place, a dévoilé enfin les subventions qui vont apporter à l'industrie allemande très consommatrice d'énergie pour les subventionner finalement le passage à des énergies vertes. Alors, ce sont des subventions autorisées par l'Europe parce que ça vient dans le plan vert de l'Europe, donc ça rentre dans cette case, mais c'est quand même 4 milliards d'euros qui vont permettre aux industriels allemands de changer de mix énergétique et de prendre un mix beaucoup plus vert, mais aussi qui va réduire un peu les coûts de production des entreprises allemandes. Donc ça, c'est à surveiller de très près parce que ça va peut-être aider un peu cette industrie, mais encore une fois, ça, c'est pas des choses que vous allez régler en 2-3 mois. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps et on sent que vu le poids de l'industrie allemande, vu le poids de l'industrie allemande sensible à l'énergie, on a quand même un élément qui va freiner énormément l'économie allemande dans les prochaines années, ce qui empêche d'avoir un discours très très optimiste de rebond très rapide de l'économie allemande et donc fortiori de l'ensemble de l'économie européenne. Ok, très clair. Donc, il faut quand même s'inquiéter un peu de l'évolution de la croissance allemande, du coup, par la force des choses. Est-ce que la France peut devenir locomotive européenne? Alors, la France, ça sera compliqué qu'elle soit une locomotive importante, notamment si on doit faire des efforts en termes de budget budgétaire. Mais très clairement, la locomotive allemande, c'est-à-dire que la France, c'est une économie qui est très peu volatile. Grâce à toutes ces protections sociales, grâce au fait que c'est une économie plutôt orientée sur les services et un peu moins dépendante du cycle du commerce mondial et du cycle industriel. Ce qui faisait les accélérations en Europe ou les récessions ou le ralentissement en Europe, c'est quand même l'Allemagne. Et ça restera vrai. Donc, ça sera très difficile d'avoir une très forte accélération de l'Europe. Regardez les dernières statistiques, là. On stagne en Europe, mais on stagne avec une Allemagne en récession, une France qui est très légèrement positif, qui flotte, qui flotte, on va dire. Et puis, on a des pays du sud de l'Europe qui sont très dynamiques. Si vous prenez la Grèce, mais c'est un tout petit poids, qui est la plus dynamique d'Europe, mais vous avez l'Italie, l'Espagne, et l'Espagne qui s'en sort pas trop mal. Et donc, on voit que ces pays du sud, ils sont là, ils se portent un peu nettement mieux que l'Allemagne, mais ils ne peuvent pas tirer la croissance européenne vers le haut. Et donc, c'est ça l'écart aujourd'hui que l'on a. Donc, oui, c'est pas catastrophique. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'Europe qui chute brutalement, vous n'êtes pas une récession sévère, mais il y a quand même ce poids de l'Allemagne et ce poids de l'Allemagne qui va quand même freiner pas mal la croissance en Europe au moins pour les prochains trimestres. Ça, c'est clair qu'on ne va pas avoir une reprise très forte en Europe comme on a pu l'observer aux États-Unis, par exemple. Ok, très clair. Toujours. Alors, on va revenir sur le chapitre de la politique monétaire, mais cette fois-ci au Japon. La Bank of Japan, qui se réunit le 19 mars prochain, pourrait, à l'issue de sa réunion de politique monétaire, annoncer la fin de l'assouplissement, du coup, une sorte de pivot inversé, en fait, en réalité. Du coup, par la force des choses, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur les marchés financiers, la fin de cette politique assouplissante, j'allais dire, cette politique accommodante de la Bank of Japan? Quel pourrait en être l'impact? C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle va sortir, a priori, il est fort probable que soit ça soit au mois de mars, soit au mois d'avril, mais elle va sortir des taux négatifs. Donc, elle va revenir à des taux à zéro. Et puis, elle va essayer de mieux gérer la liquidité et donc orienter, mieux guider la hausse des taux longs au Japon. Alors, c'est quand même à surveiller. Ça peut paraître anecdotique, c'est loin, c'est le Japon. On pense que ce sont des marchés peu ouverts. Bon, on a vu, ça a été très joué par le Nikkei. Là, le Nikkei commence un petit peu à caler, et notamment parce que ça joue sur le yen, et donc ça apprécie le yen. Donc, on va dire que ça peut être un élément qui nous incite à être prudent sur l'indice Nikkei. Si vous voulez investir sur le Nikkei, c'est peut-être plus le moment c'est peut-être même le moment de prendre vos bénéfices. Bon, ça, c'est l'aspect marché. Mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, qui est très important aujourd'hui, c'est que les premiers acheteurs de dette américaine, ce sont les assureurs japonais.
Alors, pourquoi les assureurs japonais achètent de la dette américaine? Parce que les taux japonais sont très bas. Alors, juste pour vous dire, là, les taux longs japonais se sont tendus ce matin. Ils sont montés à 0,88. Donc, ça vous donne le niveau des taux d'intérêt. Ils sont quand même, des tensions sur les taux d'intérêt nippons, c'est quand même du 0,88. Hein. Donc, on est encore très, très loin de quelque chose de normal. Mais surtout, s'ils commencent à vraiment monter les taux domestiques, les assureurs japonais seront plus incités d'investir sur leur dette nationale plutôt que d'aller chercher du rendement sur la dette américaine. Alors, deux choses l'une, soit véritablement les taux longs américains remontent beaucoup plus pour attirer les investisseurs japonais et donc maintenir un écart de taux important, soit éventuellement il y a véritablement des problèmes de financement pour les Japonais préfèrent rester résidents, investir sur leur dette domestique et donc en plus si vous avez la BOJ, la Banque centrale du Japon, qui commence à normaliser sa politique, ça fait plutôt remonter le yen. Donc, ça rend beaucoup moins attrayant les investissements en dollars pour les domestiques. Et donc, là, ça peut faire des gros mouvements sur le yen. Ça peut faire des gros mouvements sur les taux à 10 ans américains. Donc, c'est quand même à surveiller. Alors, la bonne nouvelle, hein, quand même, c'est qu'à très court terme, là, on a eu une émission de 30 ans aux États-Unis hier. Et elle s'est plutôt bien passée avec une demande des investisseurs. Ce qu'on appelle les indirect builders, ce sont les non-résidents. Hein, ce sont les gens qui sont pas américains, qui achètent la dette américaine, qui ont pris 69% de l'émission de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une demande internationale qui reste forte. Hein. Mais c'est vrai que comme la Chine achète beaucoup moins enfin même maintenant n'achète quasiment plus d'obligations américaines, ils préfèrent acheter de l'or. Vous en avez parlé précédemment, mais ils préfèrent acheter de l'or hein, dans leurs réserves de change plutôt que de la dette américaine. Bon, ça c'est lié à la géopolitique. Mais en plus, si les assureurs chinois venaient avoir beaucoup moins d'appétit pour la dette américaine, ça ferait quand même largement remonter les taux longs américains. Donc, c'est quand même à surveiller de très près ce qui se passe au Japon, plus pour un effet, je dirais, un peu effet papillon qui pourrait après se transmettre au marché obligataire américain et après par ricochet sur les marchés obligataires européens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais à surveiller. Ok, à surveiller. Un dernier sujet, on va basculer sur de la micro. Vous aimez particulièrement, vous goûtez particulièrement le secteur des microconducteurs, des semi-conducteurs, pardon. Du coup, moi, j'ai une question, c'est sur Soitec. Pourquoi est-ce que Soitec ne semble pas profiter de l'appel d'air, de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, notamment d'NVIDIA? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez vu le rallye sur le secteur des semi-conducteurs, vous avez vu le rallye sur NVIDIA, mais attention, hein, aujourd'hui, les investisseurs, assez logiquement, ont très, très clairement analysé les chiffres et on s'aperçoit que globalement, ceux qui vont bien, ce sont ceux qui profitent des investissements massifs et monstrueux des entreprises dans l'intelligence artificielle. En gros, ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui et qui vraiment profitent de l'intelligence artificielle, c'est soit vous faites des processeurs dédiés aux serveurs, donc à l'intelligence artificielle, soit vous vendez des serveurs, soit vous vendez des services autour des serveurs qui permettent la diffusion de l'intelligence artificielle. Par contre, si vous êtes en dehors de ce monde de l'intelligence artificielle, vous avez des résultats qui ne sont pas bons du tout. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez pu voir qu'on vend beaucoup moins de véhicules électriques. Or, ce qui a fait le moteur de la croissance dans les semi-conducteurs, alors dans les semi-conducteurs pas haut de gamme, parce que vous ne mettez pas un NVIDIA dans votre voiture, vous mettez beaucoup de petits semi-conducteurs, mais qui sont un peu de la commodities, hein, qui sont pas chers à produire, mais qui sont très nombreux. Et donc, quand vous vendez moins de véhicules électriques, bah forcément, c'est une demande qui est moins forte en provenance de l'industrie. Et là, quand on regarde les résultats, bah, vous avez certains acteurs des semi-conducteurs qui sortent de très mauvais résultats. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont la partie industrielle qui est très, très mal orientée. La partie industrielle, c'est les biens d'investissement, c'est les biens de consommation, c'est les smartphones. Et bah, quand vous êtes dans cette catégorie-là, et bah, vous avez des baisses de vente, des baisses de chiffre d'affaires assez importantes. Mais même des acteurs hein, qui ont été joués pour l'intelligence artificielle. Vous prenez Micron, par exemple. Micron fait des mémoires à large bande. Ce sont des mémoires qui sont dédiées aux processeurs de NVIDIA. Donc, qui ont des grosses capacités, qui sont plus rapides et plus larges pour l'intelligence artificielle. Et là, ça a explosé et on a des marges énormes de Micron sur ce segment-là. Par contre, Micron qui fait aussi des mémoires de DRAM, des mémoires pour PC, etc., c'était très, très mal orienté et en forte baisse. Donc, attention à ça. Semi-conducteur ne veut pas dire que vous jouez la thématique IA. Il faut vraiment regarder dans le détail. Et c'est pour ça qu'on a une telle concentration, une telle hausse de NVIDIA. Parce que NVIDIA, c'est 80%
des processeurs pour l'intelligence artificielle. Donc, NVIDIA concentre tous les flux aujourd'hui. Ça devient très cher. Alors, on cherche un remplaçant. Le remplaçant, ça va peut-être être AMD qui demain va développer son offre. Ça peut être, alors on a appris cette semaine, après c'est source presse, mais que Samsung aussi a raté le virage des mémoires à large bande et donc investirait massivement pour offrir ce type de mémoire. Donc Samsung est très déprécié, mais pourrait profiter de ces éléments. Mais vous voyez qu'il y a peut-être quelques arbitrages, mais il y a les gagnants d'aujourd'hui et ceux qui ont loupé le coche de l'IA. Et donc, attention, semi-conducteur ne veut pas dire forcément intelligence artificielle. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, Christian, pour toutes vos explications, toujours très claires, toujours très précis. Je vous remercie beaucoup. Je suis toujours, moi, très ravi de vous entendre et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous très bientôt chez nous dans notre live. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Un dernier mot, Christian, un dernier mot. Vente au détail et PPI, prix à la production aux États-Unis. À quoi s'attendre selon vous ? Alors, le PPI, il peut être un petit peu meilleur que l'indice des prix à la consommation parce que dans l'indice des prix à la production, on n'a pas la partie loyer. Et c'est la partie loyer qui a vraiment joué. Par contre, on aura la partie énergie qui sera en forte hausse, qui va tirer un peu l'indice d'ensemble vers le haut. Mais je pense que sur la partie biens et la partie service, on devrait quand même plutôt être rassuré. Sur les ventes au détail, je ne pense pas que ça sera un gros market mover, à part s'il est vraiment extrême. Mais je pense qu'on va avoir un petit rebond un peu technique. Janvier était vraiment pas bon dans les ventes au détail aux États-Unis. Donc, on peut avoir un petit rebond technique des ventes au détail un petit peu mieux orienté. Mais je ne pense pas que les marchés vont beaucoup réagir à cet indicateur-là. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, Christian. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et nous, de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité avant notre point bourse. C'est la fin de cette édition du 14 mars. À tout de suite sur TFinance.